Bienvenue sur ce premier podcast, le podcast des 1000 possibles. Je suis très content de faire ce premier épisode. L'objectif, il est simple, aider un maximum de jeunes à se faire confiance, à passer à l'action et à voir justement les différentes possibilités qui s'offrent à eux, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le salariat, que ce soit dans les différents parcours. Et c'est l'objectif de ce podcast, interviewer vraiment des personnes qui vont vous présenter leur parcours et donc justement pour vous en inspirer. Donc, si tu es jeune aujourd'hui, et même si tu ne l'es pas, c'est pas grave, eh bien, je t'invite vraiment à rester sur ce podcast, à écouter et à t'en inspirer. Et n'hésite pas à me faire un retour si c'est le cas. Aujourd'hui, c'est le premier épisode. Je suis très content d'avoir comme premier invité Monsieur Florent Campos. Enchanté. Comment tu vas? Ça va, merci Diego, merci Bon. de l'invitation déjà. C'est un honneur de pouvoir être là à tes côtés. Mhm. Et franchement, j'ai hâte de pouvoir qu'on passe ce moment ensemble et d'apporter un maximum de valeur pour les jeunes. Eh ben, écoute, magnifique. Ça va vraiment être l'objectif. C'est vraiment une mission qui me tient à cœur. Et je sais que toi aussi, c'est quelque chose dont tu as pas mal parlé. C'est pour ça que je pensais à toi directement pour le premier épisode. D'ailleurs, je me permets, l'objectif ici, ça va vraiment être d'échanger avec Florent, un vrai parcours que vous puissiez également prendre des notes, mais surtout qu'à la fin, il puisse vous donner un plan actionnable, étape par étape, que vous puissiez peut-être suivre chez vous, si le cœur vous en dit, tout simplement. Je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Let's go. Est-ce que tu peux te présenter, tout simplement? Alors, bien sûr, donc straight to the point, hein, j'aime bien. Bien sûr. Donc, moi, c'est Florent Campos, donc j'ai 37 ans maintenant, depuis une semaine. Et je viens de Perpignan, donc moi j'ai un parcours assez spécifique, pas de diplôme particulier, pas de formation. J'ai été dans l'entrepreneuriat assez jeune et j'ai continué dans ce parcours dans différents domaines. J'ai fait un petit peu de tout. J'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai travaillé dans différents secteurs en fait. Et voilà, aujourd'hui, je suis dans encore d'autres secteurs, mais dans des activités qui vraiment me font kiffer, tu vois, où je peux être totalement moi-même. Et voilà, c'est ça le principal. Magnifique. T'as dit plein de choses intéressantes. Effectivement, on a pu échanger déjà de nombreuses fois. J'aimerais justement qu'on revienne, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là, pour les jeunes. Tu as dit que tu as démarré dans l'entrepreneuriat assez jeune. Ouais. Déjà, avant ça, tu as démarré à quel âge dans l'entrepreneuriat? Moi, je fais mon premier business, j'ai 19 ans, Ok. concrètement. Ouais, Ok. je commence à le monter à 19 ans. Ok. Avant ça, parce que peut-être je peux me tromper, mais je pense que ça vient pas de nulle part. Hmm. Quel était ton parcours avant ça? Quelle a été globalement ton enfance? Parce qu'aujourd'hui, je sais que, en tout cas, c'est aussi pour ça, tu vois, dans les jeunes, c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast. Parce que derrière, quand on est jeune, des fois, peut-être, on n'a pas forcément l'entourage. On a tous nos histoires différentes. Toi, aujourd'hui, quelle a été ton enfance? Peut-être que certains vont pouvoir s'identifier. En fait, moi, si tu veux, j'ai un parcours. Je suis un enfant divorcé. Mhm. Donc, mes parents divorcés, j'étais assez jeune. J'ai vécu avec ma mère la plupart du temps. Et si tu veux, c'est un peu ce qui a influencé ma vie. Donc, tu es dans des ambiances un peu. Comment je pourrais dire? C'est partagé, en fait. Donc, je vivais la plupart du temps avec ma mère. Je voyais un petit peu mon père. Donc, en termes de repères, il te manque forcément des choses. Et j'étais quelqu'un, si tu veux, de très déterminé, déjà très jeune. Moi, j'ai compris que j'avais une envie, c'était de faire différemment. Je voulais pas faire comme mes parents, sans renier leur parcours, absolument pas. Hein, mais j'étais déjà très déterminé. C'est-à-dire que déjà à l'âge de entre 8 et 10 ans, dans ma tête, c'était déjà clair. Je savais que je voulais réussir ma vie, que je voulais faire. Je savais pas exactement quoi. Mhm. Tu vois, j'avais pas forcément de domaine. Je me disais pas, oui, je vais monter un business dans X ou Y, mais en tout cas, j'étais déterminé. Et j'ai commencé, j'avais quelque chose, si tu veux, en moi. J'avais une fibre où très jeune déjà, je commençais, je vendais des posters de foot, tu vois, je vendais des trucs au collège, je vendais des choses à l'école. C'était assez naturel chez moi, donc j'avais cette facilité-là. Direct dans la vente. Ouais, Ok. instant, en fait. Instant. Mais ça s'est fait comme ça, j'ai pas Ouais. forcément cherché, ça s'est fait naturellement, en Ouais. fait. Mais justement, tu as dit que tu étais direct déterminé et tu voulais pas faire comme tes parents. Ouais. Est-ce que je peux nous en dire plus par rapport à ça? Ouais. En fait, si tu veux, je voyais mes parents se tuer au travail. Ma mère, dans mon enfance, je l'ai pas vue beaucoup parce qu'elle travaillait énormément. Enfin, elle s'occupait énormément de moi, attention. Hein. Mais il y a des fois, surtout quand j'étais vraiment petit, elle enchaînait 2 boulots, tu vois. Donc, je la voyais me récupérer de l'école. Elle repartait le soir travailler. C'était ma grand-mère qui me gardait ou ma nounou, etc. Et
Et je sais pas, c'est quelque chose qui m'a marqué. Mon père, pareil, travaillait de nuit, donc il travaillait au casino. Donc je le voyais pas beaucoup. Et je m'étais dit que moi, je voulais pas de cette vie. Je me suis dit, je pense que la vie, c'est différent que de devoir se tuer au travail forcément. Ou du moins, se tuer au travail pour si peu. Mm. Et donc, très rapidement, si tu veux, je me suis dit, on va faire différemment. Mais comment? J'avais pas Ouais. forcément la méthode. T'as dit pour si peu, tu es au travail et tu savais que tu voulais réussir. Ouais. C'était quoi un peu. Est-ce que tu avais identifié, si on parle beaucoup de fixer des objectifs précis, etc. Tu avais identifié ce que ça voulait dire pour toi réussir réellement? En fait, c'était déjà d'avoir une qualité de vie supérieure. Tu vois, alors moi, j'ai quelques problèmes avec l'autorité depuis toujours. Et il était hors de question pour moi d'avoir à mendier à un chef pour des vacances, à devoir demander quand est-ce que je peux prendre ma pause pour aller boire mon café ou ce genre de choses. J'étais très indépendant déjà assez jeune Mm. et je voulais prendre ce genre de décision. C'est-à-dire que je voulais décider par moi-même. Je m'étais dit que sûrement, je deviendrais patron. Je ne savais pas trop de quoi, hein, franchement. J'avais pas, étant donné que mon parcours scolaire était, je vais pas dire chaotique, mais j'allais à l'école. On va parler très clair. Hein, Vas-y. j'allais à l'école pour foutre le bordel. Ouais. J'y allais vraiment parce que bon, c'était un peu compliqué chez moi aussi, donc j'allais à l'école vraiment pour pouvoir exulter, m'amuser avec les filles, ce genre de choses, et pas forcément être très sérieux. Mais pour autant, j'étais pas mauvais, tu vois, j'étais bon, j'avais entre, allez, on va dire 12, 14 de moyenne, entre les deux, tu vois, sans travailler, je faisais pas de devoirs, rien, mais j'ai compris que ce qui fonctionnait pour moi, c'était l'écoute. Donc j'écoutais un petit peu, tu vois, je faisais quelques conneries, mais j'écoutais un peu, et en fait, j'avais un bon niveau, j'étais un garçon assez intelligent, j'arrivais à m'en sortir quand même, tu vois. Ok. Et du coup, tu as dit tu voulais pas avoir dépendre de quelqu'un. Ouais. Tes parents, du coup, n'étaient pas entrepreneurs spécifiquement. Non, non, mes Ok. parents, non. Mes parents, D'accord. ils ont jamais entrepris. Mon grand-père, lui, oui. Ouais. Il avait, c'est en fait mon grand-père, c'était vraiment une figure paternelle forte pour moi. Mm. Il avait ses vignes, donc il faisait son banyuls, il faisait du miel, il faisait des banastes. Les banastes, en fait, si tu veux, c'est des espèces de paniers catalans. En fait, tu vois, il faisait beaucoup de choses de ses mains. Ok. Et c'était, moi, je voyais ça, c'était incroyable. Je voyais mon grand-père, c'était une figure forte, en fait. Il tenait sa famille. Pour moi, c'était une grande réussite. Il avait sa maison, ils avaient de l'argent, tu vois, ils étaient bien. Et au-delà de ça, une chose qui me choquait, il faisait son propre miel, il avait des ruches aussi. Et il y avait des gens, je te parle de ça, c'est dans les années 90, il y avait des gens qui venaient d'Allemagne, d'États-Unis, pour venir chercher son miel Ah ouais. dans un village, au Puy-Elmas de Bagnoul, c'est le vieux village de Bagnoul-sur-Mer, un village du 66, où je veux dire, il faut y aller pour aller là-bas, tu vois ce que je veux dire? Faut connaître. Il n'y avait Ouais. pas de communication, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien du tout. Et il y avait des gens à l'international qui venaient chercher ces produits. Et tu vois, ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué déjà à l'époque. Mm. J'avais compris que si tu arrives à activer les bons leviers, les gens, ils peuvent venir du monde entier pour ça, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui m'a marqué, ouais. Magnifique. Bah, tu sais, allons-y. C'est pas grave. Il n'y a pas de forcément de structure et je sais à quel point même on peut changer. Déjà, on a l'habitude de toute façon. C'était quel levier là que tu avais compris? Bah, en fait, tu as un levier émotionnel fort. C'est que si tu arrives à toucher quelque chose chez quelqu'un, Ouais. c'est quelque chose qui m'a marqué parce que, regarde, je vais te donner un autre exemple. Je t'en prie. Cet été, j'étais présent avec mon artiste sur une fête qu'il y a dans un village à Collioure. Dans ce village-là, il y a un feu d'artifice. Tu vois, c'est un des feux d'artifice qui est vraiment connu, reconnu, qui attire à chaque fois des milliers de personnes. Mm. Et à un moment donné, on était en train de remonter une rue et on voyait des centaines et des centaines de personnes descendre. Et je lui dis, regarde à quel point les gens y viennent juste pour 20 minutes. Parce qu'un simple feu d'artifice, ce que les gens sont prêts à faire, ils se serrent dans les trains comme des sardines, ils font des heures de route bloquées dans les embouteillages, c'est une galère pour atterrir dans ce village et tout, tu vois, à ce moment-là. Ce que les gens sont prêts à faire une fois qu'ils veulent vraiment quelque chose, en fait, c'est ça. C'est que si tu actives le bon levier chez quelqu'un, si tu arrives à toucher quelque chose de particulier,
les gens ils sont prêts à faire n'importe quoi en fait. Ok, ouais, donc c'est vraiment activer les leviers et derrière leur permettre justement de leur faire vivre une expérience finalement Ouais, différente. complètement. Ok. Et c'était quoi du coup le levier que ton grand-père du coup touchait avec c'était avec son miel, hein, si je me trompe. C'est ça, bah en fait, son miel, son bagnoul, tous les produits qu'il pouvait faire, il y avait déjà un côté authentique. Mm. Mon grand-père, c'était quelqu'un d'authentique, c'était une sacrée personnalité. Et il y avait un côté très humain. Il parlait avec les gens, donc il l'appréciait beaucoup. Je pense qu'ils appréciaient d'abord l'humain avant le reste. Et donc, du coup, après, ces produits étaient excellents, vraiment excellents. Ouais, il y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années, à Noël, je me souviens, c'était l'un des derniers Noëls avec ma mère d'ailleurs. On avait ouvert une bouteille qui datait de 90, je crois, de 98 ou 99. Le produit était incroyable. Tu vois, on a goûté ça et tout. Alors, peut-être que je manque d'objectivité parce que c'était mon grand-père aussi et qu'il doit avoir un côté affectif. Mais vraiment, ces produits étaient très bons. Il mettait tout ce qu'il avait dedans. Il le faisait de manière sérieuse, de manière vraiment qualitative. Et donc, je pense que c'est ça que les gens ressentaient à travers ça, c'est qu'il y avait on va dire une éthique de travail et une certaine excellence. Ok. Ouais, excellence produit, excellence au niveau de l'expérience. Ça. Ouais. Ok, intéressant. Et donc tout ça, du coup, tu t'en es servi. Et dans ta scolarité, tu m'as dit, donc 8-10 ans, tu commences déjà à vendre d'autres choses, à déjà te faire tes... Posters de foot, ça pouvait être des fois, ça pouvait être des jeux de PlayStation, des trucs comme ça. Comment on en vient à vendre des jeux de PlayStation ou posters de foot comme ça. Bah, en fait, c'est simple. Si tu veux, dans mon quartier, on était plusieurs et chacun était pour des équipes de foot différentes. Okay. Donc, on achetait à l'époque, il y avait un truc fantastique qui avait au bureau tabac qui s'appelait le 11 mondial. Le 11 mondial, c'était un journal dans lequel tu avais toujours des posters à différentes. Il y en avait un à la moitié, c'était le plus gros poster. Et il y avait plusieurs magazines de foot comme ça où il y avait des posters dedans. Et en fait, toi, moi j'ai toujours été supporter du Barça, tu le sais. Ouais. C'est ma seule équipe. Et donc, du coup, quand tu achètes le 11 mondial et que dedans il y a un poster de Marseille, bah, tu vas voir le collègue qui est supporter de Marseille. Est-ce que ça t'intéresse? Je vendais ça, je sais pas moi, 5, 10 francs, tu vois. Et pareil, inversement. On faisait des échanges des fois, tu vois, ça se faisait comme ça en fait. C'était des francs à l'époque, effectivement. Bah, c'était en francs, gros. C'est vrai, effectivement. Ok, ça marche. Et du coup, t'as enchaîné pas mal de... en même temps, tu faisais des jeux vidéo. D'abord, c'était vraiment pendant une période les posters. Après, t'es passé sur le truc où tu faisais un peu... Ça a commencé comme ça. La demande. Ça a commencé par les posters, vraiment, parce que je suis jeune, hein, là, je suis vraiment petit, Ouais. tu vois, je dois avoir, je sais pas moi, je dois avoir entre 10 et 12 ans, tu vois, je suis vraiment petit. Et ensuite, au fur et à mesure, ça a commencé à grimper de plus en plus. Après, ça a été les maillots de foot. Ensuite, j'ai commencé à vendre des voitures en grandissant, etc. Alors que je connaissais rien aux bagnoles, tu vois. On est à quel âge que tu commences à vendre des voitures? Je dois avoir, je sais pas moi, je te dirais j'ai vendu quelques bagnoles, j'avais entre 17 et 20 ans, tu vois. Bah après, c'était pas de ouf. Hein. Là, on laisse Attention. passer des années. Là. Non, mais j'étais pas du tout un concessionnaire. Ouais. Je rendais des services. Ouais. Typiquement, il y a quelqu'un qui a besoin de... En fait, dès qu'il y avait besoin de vendre un truc, on venait me voir. Ouais, Ok. Flo, est-ce que tu peux me vendre ça? J'avais vendu le 4x4 de T'avais mon un ex-belle Snap famille. ou pas à ce moment-là? Non, même pas. Même pas, là, Snap Perpignan. Même pas, c'était même pas comme ça, tu vois. Ouais. Mais je te parle de ça, ça doit être en 2000... je peux même pas te dire l'année, franchement, j'ai pas le souvenir. Mais il n'y a pas tout ça. Ouais, Ça fonctionne pas comme ça, tu vois. Avant, bien sûr. Ok, très bien. Et justement, là, tu as avancé un petit peu, et on va y revenir, c'est intéressant, parce que du coup, je vois aussi un peu des similarités à ce niveau-là, surtout avec la vente de voitures, etc. Mais avant ça, là, tu m'as dit à 17 ans, les voitures. Ouais. Par contre, tu m'as dit les posters à 8-10 ans. Commencer à vendre des posters, jeux vidéo aussi, à 8-10 ans. Oh, peut-être un peu plus tard. À l'école primaire, du coup. Je sais pas. Ouais. No, au collège, je te dirais, je pense. Okay. Parce que la PlayStation, je dois l'avoir. J'ai 10 ans. Je crois qu'on m'offre la PlayStation à Noël à 10 ans, quelque chose comme ça. Donc, ouais, peut-être un peu après. Mais de toujours, je me souviens que je faisais des échanges, je faisais du troc. Je faisais pas mal de choses comme ça, tu vois. J'avais toujours cherché mon intérêt quelque part, tu vois. Si il y avait un jeu auquel je jouais pas trop, qu'est-ce que je peux en faire de ça, tu vois. Ouais. C'est naturel. Clairement. Et tes parents te voyaient faire un petit peu tout ça? Non. Non, pas du tout? Non. Okay. Est-ce qu'à un moment donné, par exemple, ton père ou ta mère a vu, a compris que
Ouais, c'est ok. venu. Ouais. Et c'est quoi un peu, pour les jeunes qui nous regardent, qui ont leurs parents, en tout cas je leur souhaite, et même si c'est pas le cas, ça reste possible, hein, il y a que des possibles. Euh, c'est c'est quoi un petit peu la relation qui ont eu tes parents avec ça? Sachant que des fois, tu sais, ça peut être ne fais pas ça, Ouais, bien les sûr. doutes, tout ça, ne t'embarque pas là-dedans, qu'est-ce que tu fais? Toi, c'était quoi un petit peu à ce niveau? Bah, moi, si tu veux, ils ont compris très rapidement que j'étais doué. Ouais, Et donc, en fait, bah, ils me laissaient faire. Et dès qu'il y avait quelque chose à faire, tu vois, typiquement, que ce soit ma mère ou mon père, ils me donnaient le téléphone et c'est moi qui négociais les lignes téléphoniques, les lignes internet, ok, tous les contrats qu'il y avait besoin pour la maison. C'est moi systématiquement qui les négociais à chaque fois. ok. C'était comme ça, tu vois. Directement, dès le début. Ouais, pour les téléphones pour mon frère et tout ça, je gérais ces Ouais, choses-là, ouais. ok. T'as- Du coup, sur cette partie-là, tu as fait un peu comme ton grand-père, quoi. Tu as marqué ta réputation à ce niveau-là. Dès que ça avait Ouais, quelque chose à négocier, c'est. j'avais pas forcément pensé à ça comme Ouais. ça, mais ouais, dans un sens. Bah, en fait, ils ont vu très rapidement que ils savaient que j'avais du bagou et surtout, j'étais débrouillard. Hum, Ce que j'ai toujours eu depuis gamin, c'est que j'étais un débrouillard. Je savais m'en sortir tout seul et je savais me débrouiller à chaque fois. Donc, et ils ont compris ça très vite. hum, Ils auraient préféré. En fait, déjà, il faut comprendre une chose, c'est que de ma génération à moi, t'avais pas la liberté de faire ce que tu veux. Moi, je suis arrivé à un moment donné, j'avais 14 ans, j'ai dit à ma mère ce que je voulais faire. Je lui ai dit que moi, à l'époque, je voulais être DJ. Je lui ai dit, j'ai envie de faire de la musique et tout, c'était ma passion. Je veux faire de la musique. Et ma mère, elle m'a dit, DJ, c'est pour les ploucs, tu vas faire des trucs de mariage, c'est mort. Ah, Ah, donc, ils avaient confiance en tes capacités. Néanmoins, il y avait quand même. Bon, c'est OK, hein, maintenant. Et puis, je pense que toi également, mais moi aussi, je pense qu'à mon âge, à un moment, on le voit que on venait à certains points où c'est nos parents qui projettent des choses sur nous. Donc ça, on va pouvoir y revenir après. Mais il y avait quand même certaines projections qui étaient faites sur toi de ah non, ça ne fait pas ça, c'est pas bien. Ou c'est pour les ploucs, comme tu as dit. Quoi. En fait, si tu veux, c'était de ma génération, on te disait il faut faire un bac, il faut aller faire ci, il faut faire X, il faut faire Y. T'étais pas vraiment libre de faire ce que tu as envie. Mm. Moi, par exemple, ma mère elle me disait tu dois faire un bac littéraire. Pourquoi? Parce qu'elle elle a fait un bac littéraire. J'étais très bon en français, j'écrivais beaucoup. Il faut Mm. savoir que dès gamin, à 5-6 ans, j'avais des cahiers d'expression écrite. Dès que je faisais quelque chose, quand je sortais, je rentrais, j'écrivais ce que j'avais fait dans la journée, Ok. etc. Mais déjà petit. D'accord. Et mon père, lui, étant donné que mon grand-père paternel travaillait dans l'hôtellerie, etc., il travaillait au Ritz à Paris, ben, mon père, lui, voulait que j'aille dans l'hôtellerie. Donc les deux me disaient soit ça, soit ça. Sauf que moi, ben, en fait, j'avais envie de aucun des deux. Je n'avais rien à cirer et de l'un et de l'autre. Ouais. Tu leur exprimais directement ou... Oui, mais t'as pas le choix. Ouais. Ma mère, j'étais sous son toit, donc c'est elle qui décide. Tu dois faire un bac. Waouh, je dois faire un bac. Putain, mais qu'est-ce que je vais faire en fait? J'en avais aucune idée. Il fallait choisir. Puis t'es très mal orienté. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a un gros problème qui se trouve à l'école aujourd'hui, c'est que on devrait apprendre aux jeunes à apprendre, c'est-à-dire à les amener à se spécifier, à ce qu'ils puissent trouver exactement ce qu'ils veulent faire de leur vie. Comme ça, ils peuvent choisir vraiment le créneau et les études nécessaires qui vont leur permettre de pouvoir exceller. Aujourd'hui, un jeune, ils sont pas spécialisés, ils sortent de l'école, ils n'ont rien dans les doigts. La réalité du terrain, elle est totalement différente de la théorie qu'on t'apprend à l'école. Et on les apprend pas à se spécifier, à savoir exactement, à bien les orienter. Et moi, c'était pareil. Tu prends un entretien, tu es en 4e ou en 5e, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Je sais même pas ce que je vais bouffer demain. J'en ai aucune idée. Je pense au foot, je pense Il y aux avait plus collègues. DJ. Il y avait plus DJ à ce moment-là. Bah, en fait, ma mère, elle m'a tué quand elle m'a dit ça. Je me rappelle, je suis resté c'était dans la cuisine. J'étais là, j'ai regardé. Ah, je suis rentré dans ma chambre dépité. Ouais, tu sais que tu vas pas faire ça, tu peux pas faire ça. Il y avait pas ce truc de me dire quoi qu'il arrive, bah vas-y, c'est bon, je vais le faire quand même. À ce moment-là, en tout cas, si je peux me permettre. À ce moment-là, on va ouais. y revenir après, mais. C'est ça. À Ok. ce moment-là, j'écoute ce qu'elle me dit et je Ouais. sais que de toute façon, je ne pourrai pas. C'est elle qui va devoir signer les papiers, donc il va falloir que je fasse ce qu'elle me dit, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, c'est intéressant ce que tu partages justement par rapport à l'orientation. Et la seule chose que tu savais à ce moment-là, c'était vraiment que voilà, tu voulais pas en tout cas continuer dans le salariat, tu voulais même le bac. Cette idée-là de passer le bac, comme tu disais, ça te faisait quoi? Je vais te partager un truc. Écoute, j'ai choisi. Alors, je fais ma première année de lycée.
Je choisis un truc scientifique, Mm. alors que les maths, c'était pas mon truc, la science, c'était pas mon truc. J'étais pas du tout un scientifique. Mais je choisis STI, pourquoi? Parce que mon meilleur ami de l'époque, il choisit ça aussi. Donc c'est pour aller avec lui dans le même lycée, et à la sortie, on n'est même pas dans la même classe. Bref, je suis dans une classe, il y a que 5 meufs. Ah, ça va pas. Ça me va Y a pas. rien qui va. Je suis pas content. Ouais, le truc, c'est nul. Ça me plaît pas. Mais le lycée était en face de chez mon père. Ça m'allait bien parce que j'étais à 5 minutes vraiment à pied Ouais. du lycée. Et la deuxième année, bah, il se passe certaines choses. Je me retrouve chez mon père à ce moment-là. Je pars habiter chez mon père. Et du coup, la deuxième année, je change d'orientation. Et là, mes choix de lycée, brother, c'est catastrophique. C'est-à-dire que je choisissais mon orientation, c'est te dire à quel point j'avais des problèmes, hein, en fonction du nombre de filles qu'il pouvait y avoir dans les classes. Ok. Donc, écoute, si heureusement que mon père est là Ouais. et qui me dit non, la Flo, tu vas trop loin, j'allais partir en BEP petite enfance. Ok. 30 meufs dans la classe, 2-3 types. Moi, Ouais. pour moi, je me dis, c'est là qu'il faut que tu sois. C'est exactement là que tu dois aller. Je me dis, on est bon, tu vois. Ouais. Mon père me dit, non, Flo, là, il m'a dit, je te rappelle cette phrase, je te jure, je m'en souviens. Il m'a dit, là, Flo, tu déconnes mal. Là, vraiment, tu déconnes mal. Avec son accent, tu sais, il parle un peu comme Zizou, mon daron. Et je dis, bon, ok. Et à la sortie, j'ai pris autre chose. Je suis allé Ouais. dans un. J'ai pris la section, à l'époque, c'était STT. Donc, tu sais, genre un peu commerce et tout ça. Et c'était équilibré dans un bon lycée et tout. Et bon, je fais mon année, j'ai pas eu mon bac de 0,025 points. Ouais, quand je suis allé récupérer les papiers, la directrice de l'époque, elle m'a dit, vous spécifiquement, ils n'ont pas voulu vous le donner. Ah oui, d'accord. Tu regardais mon parcours scolaire, tu comprends pourquoi. C'était pas un casier judiciaire, mais voilà, on était sur un dossier assez lourd. Mais pas au niveau des Et- notes, du coup. Vraiment qu'au niveau des. Pas au niveau des notes, mais Au au niveau niveau du du comportement. Ouais, j'ai fait de sacrées conneries. Moi, j'ai bien rigolé. Moi, mes années école, franchement, c'était du kiff, hein. Ok. Je me suis vraiment bien amusé. Est-ce que tu peux nous en partager quelques-unes? Que les plus. Ouais, alors une au collège, si tu veux, une au collège qui était assez intéressante, c'est que on faisait, je découvre en quatrième, je crois que c'est en quatrième, ouais, je découvre les cours de physique. Ok. On fait de la physique. C'est quoi ce délire? On fait de la physique, donc on était dans une salle, espèce de laboratoire. Et le prof, il nous sort on travaillait sur des trucs électriques. Et il nous sort des générateurs où tu mettais une ampoule pour faire allumer l'ampoule et tout ça, tu vois. Ok. Mais moi, le branchement classique, Ouais. il Non. m'excite pas plus que ça. Donc du coup, en fait, je vais chercher un peu tout ce qu'il y a dans la classe de physique. Je branche tout en même temps. Ouais. Et le branchement final, je ne le fais pas, je le laisse à un collègue à moi. Ouais. Je lui dis, vas-y, branche et tout, tu vois. J'entraînais un peu les autres dans mes conneries. Ouais. Il branche, on fait tout sauter, tout le département éclate, il y a plus d'électricité, tu vois, dans les salles de physique. Gros bordel. Bah, je sais plus ce que j'avais eu comme sanction pour ça. Après, il y en a d'autres que je peux pas vraiment raconter parce que ça va trop loin. Mais ouais, j'en ai fait pas mal. Ouais. Je t'ai fait plaisir, quoi. Ah, je me suis C'est abusé. bien. J'ai kiffé. Ouais. Quelle a été la réaction du professeur à ce moment? Ouais, déjà, il m'aimait pas spécialement. Et il a mis du temps à savoir que c'était moi. Parce que j'avais fait ça en dehors c'était, je sais plus si c'était entre midi et 2, juste avant de commencer. Je me rappelle pas exactement, j'ai pas le souvenir, c'est assez ancien. Mais ça a mis du temps, c'est quelqu'un qui m'avait balancé, je crois. Finalement, on a su que c'était moi, mais ça a pris un peu de temps. Ok. Et en fait, il m'avait juste collé. Mais déjà, il faut savoir que moi, je vais te dire, j'ai toujours été collé. Toutes mes années de collège, en sixième, quand je rentre, tous les lundis après-midi, normalement, on devait finir à midi et demi. Tout le monde, sauf quelques élèves, dont moi, j'étais collé tout le lundi après-midi. Voilà. Les Moi, lundis. je finissais à 17h tous les lundis, quoi qu'il arrive. Il y en a, ils se barraient à midi. Bah, moi, j'avais l'après-midi collé. Donc, j'ai été collé toutes mes années de collège. C'était presque inscrit dans ton agenda, quoi. Au final. C'était une matière. Ouais, La colle, c'est devenu une matière. C'était une matière. Ouais, Magnifique. Incroyable. Et du coup, on va revenir aux autres. Est-ce que ça t'a servi quelque part pour développer peut-être pas du tout, mais en tout cas, à côté, il y a tes projets. Comme à ce moment-là, du coup, il y avait déjà des voitures.
Non, ça vient plus tard. Et puis je te dis, des voitures, j'en ai pas vendu énormément. C'était juste un Ouais. exemple de choses que je pouvais vendre Hmm. sans avoir spécifiquement de connaissances ou de techniques. J'étais pas un vendeur de voitures. Hmm. J'ai vendu des voitures pour rendre service à des gens. Ouais. Mais entre autres, je pouvais tout vendre en fait. Des machines, des frigos, ce que tu veux. J'étais capable de tout vendre en fait. C'est Hmm. surtout ça. Ok, ça marche. Et donc, du coup, là, on en vient à peu près à la fin de la scolarité. Mhm. Derrière, justement, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les premières pistes? Du coup, je crois de mémoire que 17, 19 ans, tu lances ton premier truc, 19 ans. 19 ans. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu lances? Alors en fait, déjà, il faut savoir que je travaillais déjà. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé très jeune. Ma mère, elle a fait un truc extraordinaire. C'est Mhm. qu'elle m'a dit, tu veux des Air Max, tu veux des survêtements Tacchini, etc. Ok. Va travailler. Donc, elle m'a fait bosser sur les chantiers avec mon ex-beau-père pendant un bout de temps. quel âge? J'ai commencé, je devais avoir peut-être 12 ou 14 ans, je sais plus. Ah oui, Je suis d'accord. assez jeune. Ok. Je fais des chantiers avec lui, j'essaie de gagner un peu. Bon, j'étais pas l'ouvrier modèle, ça Mhm. me plaisait pas. En plus, je détestais le bâtiment. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que quand je suis allé faire du merdier, je me suis dit, je veux pas faire ça de ma vie, tu vois. Il est hors de question que je me tue à la tâche. Je me levais à 6 heures du matin pour casser des sacs, en prendre plein la tête, faire des gâchets et tout ça. Ça m'intéresse pas. Je veux pas faire ça, tu vois. Donc ça m'a servi. Justement, si on s'arrête là-dessus, quand je m'en servi, je crois qu'il y a deux manières en soi de réagir un peu à cette situation. Mhm. C'est je veux pas faire ça et j'y vais vraiment traînant la patte et voire même j'arrête et j'y vais plus du tout. Ou je suis en retard tout le temps. Enfin bref, je pense que tu vois de quoi je parle. Et il y a l'autre option qui est ok, je veux pas faire ça, ça c'est clair. Par contre, à l'instant T, c'est ce qui va me permettre d'aller chercher ce que je veux par la suite. Donc, j'y vais. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que ça me plaisait pas forcément, Mhm. mais j'y allais parce que je savais que j'allais récupérer un billet. Donc je Ouais. me faisais un billet, ça me permettait de faire ce que je voulais avec cet argent-là. Mais surtout, c'était ce que je ne voulais pas faire de ma vie. Ouais. Je savais que je ne serais pas ouvrier du bâtiment. J'ai travaillé dans le bâtiment un peu plus tard, mais je savais que c'est pas ce que je ferais de ma vie. C'est pas quelque chose qui m'intéressait. Je voulais pas faire ça, tu vois. Et ça m'a bien servi. Donc j'ai commencé à bosser assez jeune. J'ai bossé comme ça un petit peu. Et quand je suis donc en terminale, je bosse déjà au McDo. Ok. À côté, j'ai mon contrat au McDo, donc je bosse. Et il faut savoir que mon année de terminale, quand je rate mon bac, du coup, je vais à la rentrée, comme tous les élèves. Je me dis, bon, ben, je retourne au lycée, je vais faire ma deuxième année terminale, tu vois. Je me Ok. dis, c'est cool. Donc j'arrive à la rentrée, tout ça, je regarde les affiches pour voir dans quelle classe je suis. Et en fait, j'étais avec un de mes meilleurs amis de l'époque, on regarde, et mon nom, ben, il est rayé au blanco. Il n'y a pas de rentrée pour moi, mon nom, il est rayé. Je suis Au blanco en plus. Ouais, et tu le vois en fait. Ouais. Si tu veux, ce qui était fantastique, c'est qu'il y avait le soleil derrière et je voyais Campos avec le truc, tu Tu vois, voyais ton nom, mais tu voyais qu'il t'a- au blanc. Ouais, Tu absolument. voyais vraiment qu'il t'avait dit non, quoi. Refusé. Ouais. Tu es refusé. Et donc, je comprends pas ce qui se passe. Ouais. Ça dure un moment. Alors, il faut savoir que le lycée ne voulait plus me reprendre. Ok. Aucun lycée de Perpignan, d'ailleurs, ne voulait plus me reprendre. Il y avait une commission spéciale pour que je sois refusé de ces lycées-là. Mais tu ne savais pas à ce moment-là. Je le sais pas. Ok. J'avais un de mes amis de mon quartier qui avait son oncle qui travaillait dans un autre lycée, qui lui avait donné l'information. Il a dit, ouais, lui, il a été wanted, c'est fini, plus personne ne le veut à Perpignan, c'est mort, même les privés n'en veulent pas, il n'y a pas de lycée. Donc j'attends, si tu veux, à ce moment-là, ben, j'ai 17 ans, hein. J'attends, et au mois d'octobre, on reçoit un coup de fil avec mon père, et c'est un lycée qui se trouve à 50 minutes de chez moi. Et moi, mon premier réflexe, c'est de dire, bah non, j'y vais pas en fait. Ouais. Et j'étais, comme je t'ai dit, dans cette situation avec un de mes meilleurs amis. Et Lui aussi était refusé? lui, pareil, au Blanco aussi, Ok. les deux. On était tous les deux au Blanco, ouais. Et dans le même cas que moi. Ok. Et lui, il me dit, ah putain, Flo, quand même, il faut... Vas-y, tu vois, il faut qu'on y aille. Donc, vas-y, lui, il avait le permis, il était plus âgé que moi, il avait le permis. Ok. Donc, je bossais au McDo en parallèle et il venait me chercher. On se tapait les 50 minutes de route. Mais bon, tu sais, c'était un endroit, ce village, il était pas très loin de l'Espagne. Et de temps en temps, les matins, il y a eu des bifurcations, frérot. Il y avait un rond-point. C'est soit tu vas tout droit, tu vas au lycée, soit tu prends à gauche, tu vas en Espagne. Et nous, tu vois, pour te dire à quel point Ouais. j'étais déjà avancé, c'est que on partait en Espagne, on allait dans un village qui s'appelle La Roca, et on allait claquer des 300, 400 euros de fringues plutôt que d'aller au lycée faire nos classes, quoi. Et puis, on a fait quelques mois, et enfin, moi, j'ai tracé, j'ai arrêté, quoi.
Et là, je suis parti travailler. J'ai commencé à travailler à partir de ce moment-là. Ouais. Ok, incroyable, incroyable. Et bah justement, si on s'arrête là-dessus, du coup, tu allais travailler au McDo Donc ou c'est autre chose derrière c'est qui s'est ça. passé? J'ai bossé au McDo, mais je suis Ouais. pas resté très longtemps Ouais. parce que pareil, je m'amusais trop, je foutais le bordel et puis même, c'était pas je savais que c'était temporaire en fait, Ok. ça m'intéressait pas. J'ai enchaîné plusieurs boulots comme ça. J'ai travaillé dans le bâtiment un petit peu, mais ça m'intéressait pas non plus. J'ai bossé en usine. Là, vraiment, sur la partie salariale. Ouais, salariat. Ok. Ouais. Je bosse en usine. Là, je suis en intérim à l'usine. Je gagnais bien ma vie. J'étais plutôt bon en plus. J'étais même assez bon parce qu'en fait, il faut savoir, c'est que j'étais pas très sérieux dans la dynamique. J'aimais beaucoup rigoler, mais par contre, dans le travail, j'étais excellent. J'ai toujours eu une éthique de travail où je travaillais très bien. Je me donnais à 100%. Mes tâches, elles étaient toujours très bien faites et j'avais des qualités de leadership qui se sont dégagées assez rapidement. Mm. Donc, du coup, je me faisais apprécier de mes équipes. Mais par contre, ça m'arrivait. J'ai fait en usine, tu vois, par exemple, c'était une usine de salade. Ouais. Et il y avait un des mecs qui travaillait avec moi. Pour rigoler, je lui faisais tomber des palettes entières de salade sur la tête, des trucs comme ça, tu vois. J'organisais des grands prix de transpalettes, ce genre de trucs, tu vois. Ok. Mais une fois que le travail était fait. Ouais. Sauf que forcément, ça plaisait pas à mes chefs. Et donc, du coup, j'ai rapidement aussi été écarté du projet où les missions n'ont pas été... Au Blanco aussi, en gros. Ouais, bon, il y a eu une étape où je suis allé un peu trop loin avec une de mes chefs. On va pas raconter parce que ça ne fera pas bonne presse, mais voilà, ça s'est terminé. Ouais. Puisque c'était pas ce que je voulais, c'était temporaire, je gagnais un peu ma vie, mais c'était pas forcément ce que je voulais. Ok. Et ça, du coup, on est avant que tu lances ton premier business à 19 ans. Ouais, c'est ça. Ok. Ça dure à chaque fois, c'est des trucs qui durent à peu près 6-7 mois. Ouais. Et après, je fais des saisons. Ok. Je fais une première saison dans un resto, ça se passe très bien, et je décide de partir à Paris. Ok. En fait, il y a une première étape. Ça, je pense que c'est une histoire très importante à raconter aussi. Quand j'ai 17-18 ans, je veux venir habiter à Paris. Et je dois avoir 200-300 balles sur le compte, et je fais all-in. Je prends mon billet de train, je prends une chambre d'hôtel, tu sais, et j'avais réussi à avoir un entretien. Là, à ce moment-là, je vivais avec mon père et j'avais un entretien dans l'hôtellerie. Je me rappelle, c'était un hôtel à Matignon. Donc, j'ai un entretien, je me dis, c'est super, tu vois, c'est une belle opportunité, j'arrive à prendre le boulot et comme ça, je peux m'installer sur Paris. Je viens, donc j'arrive à l'hôtel, je suis reçu par une personne extraordinaire, d'une gentillesse et d'une douceur incroyable, cette fille-là. Elle m'amène donc au dernier étage, elle m'explique comment ça va se passer et tout. J'arrive déjà au dernier étage de la tour, d'un hôtel magnifique, tu vois, à côté de Matignon. Et je vois, il y a déjà il y a 35 bonhommes en costard qui sont en train d'attendre et tout. Je me dis, wow, c'est un délire, tu vois. Déjà, c'est spécial. C'est une ambiance que je connaissais pas forcément et c'était spécial. J'attends mon tour, je passe assez rapidement. Et là, le mec qui me reçoit, c'est un acteur. C'est un acteur connu français. On va pas dire son nom, tu vois. Parce que je vais parler mal, donc on va pas dire son nom. Et en fait, il me reçoit, si tu veux, et il prend mon CV. Il regarde à l'époque, j'avais fait quoi? Donc j'avais bossé au McDo, j'avais travaillé comme façadier, j'avais monté des échafaudages, j'avais bossé. Je crois que je sais même pas si j'avais bossé en usine encore à ce moment-là, je me rappelle même pas, tu vois. Il regarde mon CV comme ça, il me regarde, il me dit ouais, en gros vous avez rien fait quoi. Et il balance le CV comme ça et il me demande de sortir. Et je me rappelle que ça a duré combien de temps? Je peux pas te dire, mais dans ma tête, ça a été très court. Mais je sais que je marque un temps d'arrêt où je suis comme ça, debout, en train de le regarder. Et je me dis, mais je vais le démarrer. Je viens de faire je ne sais pas combien de kilomètres, j'ai fait all-in pour que toi, en 20 secondes, tu me dises de dégager. Et tu sais, je suis resté choqué, en fait. Ouais. Je suis resté vraiment choqué. D'un côté, ça m'a donné une belle leçon de vie. Je suis parti, après je me suis cassé, tu vois, et la fille, en discutant avec elle, elle me dit, je suis vraiment désolé, il parle mal à tout le monde, c'est quelqu'un de... Il est horrible en fait, ce gars, c'est pas quelqu'un de très gentil et tout ça. Elle me dit, si tu veux, je peux t'avoir un autre entretien dans un autre hôtel et tout, machin. J'étais dégoûté en fait, tu vois. J'étais vraiment dégoûté, je me dis, vas-y, je me casse de là, tu vois, faut que je me barre. J'étais allé chez une copine à l'époque. Et puis surtout, il y a un point important, c'est que j'ai plus d'oseille. C'est que j'ai fait all-in. J'ai plus rien. Je peux pas rentrer. Donc, je vais chez cette copine. Et puis, là, c'est ma fierté et mon ego. Je voulais pas demander à mon père qui me paye le billet de retour.
Donc j'étais mal. Et je suis chez cette meuf et tout. Et je cogite, et je gamberge et tout. Je me dis, putain, c'était un échec, tu vois. Et moi, j'avais des gros problèmes avec l'échec. Jusqu'à présent, dans ma vie, tout ce que j'avais fait, c'était à peu près réussi. Ça se passait toujours bien. Tous mes entretiens, j'étais pris. Les gens, ils m'appréciaient à chaque fois. C'était facile. Je savais me vendre facilement. Ouais. Et là, pour la première fois, je prenais un mur. Et c'était très dur à gérer pour moi. Et d'avoir à appeler mon père pour lui demander le billet retour, c'était un échec immense. Immense. Même si en soi, quand on en parle, là, c'est pas très grave, tu vois. Mais pour moi, à l'époque, à ce moment-là, le jeune garçon que je suis, c'est un échec terrible. Pour ma fierté, pour mon ego, c'est terrible. J'ai passé 1 ou 2 jours chez cette fille, et puis après, je me suis dit, vas-y, je vais pas passer ma vie chez cette meuf. De toute façon, il faut que je me barre, tu vois. Donc, j'ai mis ma fierté dans la pocket, j'ai appelé le daron, et puis il m'a payé le billet de retour, et je suis rentré, quoi. T'as mis l'égo de côté. Ouais, à cette époque-là, ouais, Comment c'est ça s'est passé quand difficile. t'es rentré? J'étais, franchement, j'étais un peu dépité de l'expérience, mais je gardais en tête que j'allais revenir. Je savais que j'allais revenir, tu vois. Je me suis dit, ok, là, c'est peut-être pas maintenant, mais je vais y retourner. C'était quoi la leçon de vie? Du coup, tu as dit que ça a été une très forte leçon de vie. C'est quoi la leçon que tu as tirée à ce moment-là? Ben, en fait, tu peux... Tes conditions personnelles, c'est-à-dire le fait que j'ai sorti tout mon argent, que je vienne de loin, c'est pas un facteur à prendre en compte pour pouvoir être pris quelque part. C'est pas parce que tu viens de loin que tu as fait all-in, mais il y avait peut-être des mecs qui étaient beaucoup plus qualifiés à ce moment-là que moi sur la sélection qui a été faite, qui avaient d'autres qualités, d'autres expériences à mettre en avant. Donc c'est pas pour ça qu'on va te donner le poste. Donc il faut vraiment amener quelque chose, amener une plus-value. Et si tu veux vraiment être pris, c'est pas juste ta détermination qui va faire que tu seras pris quelque part. Ta motivation, ça suffit pas. Okay. Donc je te dirais que c'est surtout ça, c'est le fait de comprendre que... Mais sors-toi de l'équation. Il y a d'autres choses à prendre en compte si tu veux être pris dans des trucs un peu plus sérieux. Ok. Donc amener la plus-value, etc. Exactement. Ok. Ouais. Ça marche. Et donc là, à ce moment-là, tu reviens sur Perpignan. Ouais. Et donc la seule chose que tu te dis, c'est je vais revenir. C'est ça, ouais. Derrière, qu'est-ce qui est... Je fais des saisons. Ok. Donc je fais des saisons, je bosse dans un resto, ça se passe super bien. Et donc j'arrive à coffrer, je coffre de la thune. Et avec mon pote qui était blacklisté avec moi au lycée, on se barre à Paname. Donc on fait un an. Je retourne à Paname. Ouais, donc on arrive à Paris. Et là, écoute, hein, je me rappelle, on arrive le vendredi soir, on dépose les affaires chez des copines à nous. Dès le samedi matin, on part chercher du boulot. Dans une matinée, j'en trouve 3. 3 boîtes qui voulaient me prendre. Chaque fois, partout où j'allais, j'étais en opération séduction max. Et les gens, ils me kiffaient. Donc, j'ai eu le choix de choisir entre ces 3. Mais par contre, quand je viens à Paris, moi, j'avais un objectif. Je voulais faire de l'acting. Je voulais devenir acteur ou faire de la comédie, faire ces trucs-là. Tu vois, et je me suis dit, je trouve un boulot et à côté, j'essaye de m'inscrire au cours Florent ou j'essaye de faire quelque chose pour pouvoir faire de la comédie. Ok. Donc, je me rappelle, je suis dans le métro, j'écrivais des sketchs, j'écrivais des trucs, tu vois, je commençais à faire ça. Et j'ai fait à peu près 1 an sur Paris. Et puis après, j'ai dû redescendre pour des raisons perso avec ma mère et tout ça. Malheureusement, j'ai dû redescendre à Perpignan. Ok, d'accord. Et du coup, t'as pas pris le job? J'ai bossé. Bossé? Je bossais sur Paris. J'ai fait mes 1 an. J'ai bossé à la Défense. Et après, t'es redescendu. Et ensuite, je suis redescendu, ouais. Ok, d'accord, très bien. Donc, tu as eu cette période quand même où tu as voulu revenir. En plus, tout à l'heure, tu parlais dès le début, tu voulais faire DJ, Ouais. finalement. Là, du coup, tu voulais revenir aussi faire de l'acting. C'est un ça. petit peu dans la même branche, entre Domaine guillemets, artistique, artistique, ouais, tu vois. Donc, ok, très bien. Et donc, du coup, une deuxième fois, est-ce que là, tu l'as pris comme un échec aussi ou pas? Non, parce que je suis rentré pour d'autres raisons, si tu veux. Ouais. C'était des raisons vraiment personnelles qui étaient beaucoup plus importantes que quoi que ce soit. Dans la vie, il y a des priorités. Et là, je retrouvais ma mère et il y avait aussi des facteurs importants qui faisaient que je me devais de rentrer et que je me devais de me retrouver auprès d'elle. Donc c'était... Le choix n'était pas en soi difficile parce que c'était une nécessité. Donc c'était comme ça, il fallait que je rentre, tu vois. Ok. Et là, à ce moment-là, tu n'es toujours pas à 19 ans où tu crées ton premier business. C'est là, je commence à avoir 19-20 Donc là, ça ans. va arriver à... Je rentre, c'est simple, c'est donc en 2010, je rentre et je fais ma 2e saison. C'est là où ça se joue. Je fais ma 2e saison et donc je rentre au mois d'avril ou mai. Non, avril.
Je me mets avec la mère de ma fille à ce moment-là. Ok. Donc j'étais sérieux. L'année à Paris m'avait fait beaucoup grandir. J'avais pris en maturité. Je me mets avec la mère de ma fille et je fais cette saison-là. Je coffre 5500 balles et je me dis, avec cet argent-là, je lance mon business. Et donc dès que j'ai fini ma Je saison... savais pas lequel encore à ce moment-là. Si, Ah, je tu sais savais. exactement. Quand je bossais dans le resto, à ce moment-là, je faisais des pizzas. Et donc je me dis, tout ce que je fais pour ce mec-là, en fait, je vais le faire pour moi. Donc pendant que je fais ma saison, j'enregistre tout. Les fournisseurs, comment ça se passe, comment on gère des commandes, comment on gère ci, comment on gère ça. Tu vois, je prends tout en tête. Dès que ma saison est finie, je crée tout. Mais tu sais, j'avais pas d'expérience. Ça a été très simple. J'ai pris une feuille et j'ai tout noté. Comment je dois gérer mon business, les coûts de revient de mes produits, qu'est-ce que je dois mettre en place, la stratégie de communication, etc. Comment je dois faire pour pouvoir faire mon business. Ok. J'ai tout créé comme ça. J'ai fait un stage. Pardon. Je fais un stage à l'époque, c'était la CCI. Ils te faisaient des stages d'entrepreneurs obligatoires. Et je me souviens, à ce moment-là, on doit être une vingtaine d'entrepreneurs, de futurs entrepreneurs du coup. Et le maître de stage, à la fin du stage, il avait dit, le seul pour qui je m'en fais pas, c'est pour lui. Pour celui qui va faire les pizzas, tu vois. Il y avait de tout, il y avait des coiffeurs, il y avait des garagistes, il y avait un peu de tout, tu vois. Et des mecs pas forcément de mon âge. Moi, je faisais partie, j'étais l'un des plus jeunes. Et donc, j'ai monté ce projet-là, et puis après, ça s'est lancé en suivant, quoi. Ok. Donc là, de ce que je note, t'as vraiment, genre, t'avais pas d'expérience, comme tu me l'as dit. Non. T'as juste regardé un petit peu ce que tu voyais à gauche, à droite, C'est ça. et derrière, appliqué, en fait. J'ai appliqué, ouais, complètement. Et du coup, comment ça s'est passé un petit peu? Derrière, comment ça s'est développé? Alors, à l'époque, si tu veux, pour avoir un camion à pizza, ce qui était compliqué sur ma région, c'est qu'il fallait avoir les emplacements. Le camion en lui-même ne suffisait pas, c'est surtout les emplacements qui te rapportent du business. Et c'était très compliqué d'avoir des emplacements. Donc j'ai cherché pendant un moment, soit d'acheter un camion et de trouver des emplacements, mais c'était compliqué, franchement, il fallait à chaque fois avoir des accords, soit de privé, le public, le domaine public ne te laissait pas l'autorisation, donc c'était assez complexe. Et donc je dis, tu sais quoi, je vais reprendre une affaire. Je trouve un camion à vendre, et donc je suis obligé de faire un crédit. Et à ce moment-là, je dois faire un crédit de 65 000 euros. Et tout le monde me dit, mais Flo, c'est mort, le fais pas, c'est impossible, t'auras jamais le crédit, etc. Moi, tu sais, quand tu me dis que c'est pas possible, c'est là où ça m'excite le plus. C'est qui, quand tu dis, qui te disait ça un Mon petit peu? entourage, tout mon entourage proche. Quel genre d'entourage? Tes parents? Ma femme, mon Ok. ex-femme Ah oui. me disait non, tu vas pas faire ça, c'est compliqué, tu vas te mettre dans la merde, on va devoir rembourser un crédit, c'est chaud et tout, etc. Mais moi, si j'ai une idée dans la tête, c'est fini. Tu peux me dire tout ce que tu veux, je vais le faire. Mais c'est ça qui est incroyable, et c'est aussi pour ça que je t'ai fait venir sur ce podcast, au-delà du fait qu'on a déjà beaucoup discuté. C'est que là, aujourd'hui, ce qu'on peut voir, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est que même si au début, en tout cas, finalement pendant ta jeunesse, tu sais pas ce que tu veux faire, Non. même si tu n'as pas d'expérience, en fait, faut pas paniquer, c'est pas grave, quoi. sûr que Derrière, non. ça vient sur le chemin, et faut avancer. Et même si ton entourage à côté essaye de te dévier, quoi. Bien sûr. Et tu sais, pour revenir à mon ami qui était avec moi sur Paris, Ouais. quand, avant que je redescende à Perpignan, en 2009, on est à la Tour Eiffel un soir, tous les deux, on est assis sur un banc. Et je lui dis, écoute, je ne sais pas comment, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais sois sûr d'une chose, c'est qu'avant mes 30 piges, j'ai une Ferrari, mec. Je lui dis, avant mes 30 ans, je vais avoir une putain de Ferrari. Je lui dis, me demande pas ce que je vais faire, j'en sais rien. Mais je vais réussir, mon gars. Il n'y a pas d'autre choix. C'est sûr, c'est acté dans ma tête. Beaucoup de détermination. Déjà, C'était certain, c'était certain. Et puis je te dis, ça traînait depuis longtemps, depuis jeune déjà. Je savais. J'ai pas eu de Ferrari, mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que j'avais beaucoup plus qu'une Ferrari avant mes 30 ans. Ouais. Non, mais justement, ça me permet une question qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, l'objectif de ce podcast et des 1000 possibles, c'est vraiment d'aider la vision, on va la mettre, on va être clair. En plus, ça tombe bien, j'aime bien un petit peu la dire publiquement, comme ça t'oblige derrière à agir. C'est réunir 20 millions de personnes autour d'une mission de vie. La mission de vie, elle est très simple, c'est qu'aujourd'hui, le but, c'est vraiment d'aider un maximum de jeunes à déjà croire en lui, pour se choisir et agir avec confiance, tu vois. Et là, aujourd'hui, dans ce que tu partages, ça donne certains traits de confiance en soi, tu vois. C'est quoi pour toi la définition de la confiance en soi, la tienne? Alors,
c'est venu aussi d'un fait que j'avais pas forcément le choix. Mm. C'est-à-dire que j'ai pas été très encouragé. Mm. On m'a jamais dit vraiment tu vas réussir, tu vas faire plein de trucs super et tout. C'était plutôt l'inverse. Même à l'école, on me disait que j'étais un bon à rien, que j'allais rien faire de ma vie, que j'allais finir en prison. Alors c'est vrai que j'ai eu un temps où je faisais pas mal de conneries et il y a eu un moment de bascule en fait, si tu veux, où je suis passé proche de soit devenir un gars qui allait très mal finir, mais j'étais trop intelligent pour ça. J'avais d'autres idées, j'avais d'autres ambitions. Donc du coup, heureusement, j'ai pris l'autre bascule et de me dire, voilà, maintenant on va se mettre dans le sérieux, on va se mettre dans le travail et on va développer des choses. On verra quoi, mais on va vraiment développer des choses. Donc la confiance en soi, elle vient déjà du discours interne que tu vas avoir. Croire en toi personnellement. Ton extérieur, ton environnement, c'est important, forcément, parce que c'est les gens qui sont les plus proches, mais c'est pas forcément un facteur déterminant. Moi, j'avais personne qui croyait en moi autour de moi, mais je croyais suffisamment en moi pour ne pas en avoir besoin. Et moi, je savais. Tout le monde m'a dit non. Tu vois, pour le camion à pizza, on m'a dit non. Mais je l'ai fait quand même. Et je me suis planté. Donc, je me retrouve à 20 ans, endetté de 65 000 euros. Mes 2 parents caution. Et tu t'imagines bien qu'ils n'ont pas de quoi payer. Ça a commencé comme ça. Je commence ma carrière endetté de 65 000 balles. Et comment tu travailles ce discours interne à ce moment-là? Je me dis, t'es le meilleur. T'es le meilleur. Quoi qu'il arrive, tu vas réussir. Je me regardais dans le miroir, droit dans les yeux. Tous les matins, je me regardais droit dans les yeux. Et le soir aussi, je me retrouvais, j'avais beaucoup de moments. Donc, je perds mon grand-père quand j'ai 17 ans. C'est un drame terrible pour moi. Et je me retrouvais, des fois, je partais le soir, je regardais les étoiles et je lui parlais. Et je parlais avec mon grand-père, tu vois. Et je lui disais, t'inquiète pas, je vais y arriver. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais y arriver. Et c'était la répétition. Ça va le faire, Flo. T'avais un petit peu cette étoile à qui tu parlais, finalement, que tu suivais derrière. Ok. Et t'as parlé, là, justement, à 20 ans, tu te retrouves avec 65 000 euros, tu démarres. Est-ce que tu l'as pris comme un échec, là aussi, ou Non, pas du tout? En fait, il faut Parce savoir il y une a ce chose. rapport à la confiance en soi Ouais. et ce rapport à l'échec aussi. Il faut travailler et qui arrive à tout le monde, hein, parce qu'il y a des périodes de doute aussi dans ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, le parcours que tu as fait est honorable, mais j'imagine qu'il y a des périodes de doute aussi dans Bien ces sûr. moments-là. Et derrière, c'est comment tu gères, tu vois. En fait, si tu veux, je m'étais préparé à ça. Mm. C'est-à-dire qu'avant de lancer le truc, je me suis dit, et si ça marche pas, comment on fait? Ok. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Je ferai autre chose. Peu importe. Donc, je l'ai pas vu comme un échec parce que si tu veux, ça n'a pas fonctionné parce que ce que je faisais, c'était nul. C'est que j'avais, comme je t'ai dit, pensé à tout. À tout, vraiment absolument tout, sauf un facteur. Il y a un facteur qui m'a mis dedans. Sur la tournée que je faisais, c'était des villages. Ok. Et moi, j'ai repris la tournée d'un ancien. Un mec qui faisait ça depuis plus de 25 ans, je crois. Qui s'était retiré? Qui s'était du coup retiré. Lui, il était resté, il avait son resto à lui dans son village. Et en fait, le seul truc que j'avais pas pris en compte, c'était la mentalité de village. C'est que les gens, certains ne venaient pas parce que j'étais un jeune qui avait repris la tournée d'un ancien. Ah ben c'est plus lui qui vient, donc on n'y va pas. J'avais des gens super, des clients fidèles qui venaient régulièrement, mais comme j'avais un crédit assez lourd, c'était trop. Et donc, quand j'ai vu très rapidement que c'était en train d'être difficile financièrement, j'ai préféré arrêter plutôt que de me retrouver surendetté et me foutre en l'air. Il y a les raisons qui viennent de l'extérieur et les raisons qui viennent de l'intérieur. Est-ce que vraiment c'était la mentalité du village, et c'était clair, la mentalité de certaines personnes du village, ou peut-être le côté, tu avais du mal à t'adapter à eux? Non, parce qu'en fait, si tu veux, moi, je suis issu aussi. Enfin, je suis né à Perpignan, mais j'ai grandi dans des villages. J'ai grandi dans 2 villages de chez moi. Donc, c'est pas le problème. C'est juste que c'est quelque chose à laquelle j'avais pas anticipé. Okay. Et comme j'avais un chiffre d'affaires assez important à réaliser, il fallait que je fasse à peu près, je ne veux pas te dire de bêtises, mais il fallait que je fasse minimum 25 pizzas tous les soirs à chaque fois pour pouvoir fonctionner. Et j'étais entre 15 et 20. Et par moment, des fois, j'ai eu des galères où j'ai eu un truc du four qui a pété, l'embrayage du camion qui a lâché. Ça arrive vite, tu te retrouves vite dans la merde en fait. Et c'est des trucs que tu n'anticipes pas forcément. Et quand tu es un jeune entrepreneur, c'est vite compliqué. Et je voulais pas enchaîner et m'enfoncer vraiment dans les sables mouvants. J'ai préféré me dire, voilà, on se retrouve endetté, on est un peu dans la merde, mais ça va le faire.
J'ai eu la chance aussi à l'époque d'avoir la belle famille, mon ex-belle famille qui m'a soutenu, qui a été là pour moi aussi. Donc ça a été aussi un soutien. Et ça m'a permis après de pouvoir rebondir. Et j'ai fait d'autres choses qui m'ont permis de me sortir de ça. Parce que c'est vrai qu'il y a des trucs, à des moments, c'est dur d'accepter. Et je le vois des fois, même dans une équipe actuelle et tout, c'est qu'il y a des choses dans tous les cas que tu n'auras pas pris en compte. Il faut l'accepter et qui vont venir te mettre dedans. Et il faut être capable de rebondir justement à ce moment-là. Ok. Et du coup, quand tu, ok, tu termines cette expérience, ça t'a mis dedans. Derrière, comment tu rebondis justement? Je rebondis direct. Je bosse comme commercial. Ok. Euh, En Italie? non, pas Non, encore. Là, je bosse comme commercial. Je fais 3 mois et 3 mois dans 2 trucs différents. Ok. Où j'arrive, où je suis le meilleur vendeur dans les deux, systématiquement. Ça se passe très très bien. C'est très facile pour moi, mais je suis pas du tout aligné avec ce qui se passe. La première société, c'est un truc de meubles un peu chelou. Mais je m'en sortais bien. On faisait du phoning, tu sais, on devait arriver, on prenait les rendez-vous au téléphone le matin. Et j'étais tellement bon que moi, je prenais mes rendez-vous et du coup, je prenais les rendez-vous pour les autres aussi. Je m'amusais. Après, je faisais la dernière heure de phoning, je faisais des blagues au téléphone. Juste, je jouais. Tu vois, donc je m'en sortais très bien. Je vendais bien aussi. Mais je sentais que c'était bizarre. C'était un truc un peu. Je sais pas, c'était chelou. Je me sentais pas bien, donc je me suis barré. Puis, ils payaient pas beaucoup non plus, donc c'était pas ouf. Et ensuite, je fais dans un truc de menuiserie. Et là, la société ferme, donc ça s'est fini aussi. Et puis, j'ai commencé à faire autre chose, à rentrer dans le bâtiment un peu plus, à commencer à m'intéresser, tu vois, à ça, menuiserie, maçonnerie et tout. Et puis, c'est ce qui a fait qu'après, j'ai eu l'opportunité de pouvoir reprendre l'une des 2 plus grosses sociétés de charpente et couverture de la région de chez moi. Et qui, là, m'a permis vraiment de me lancer dans le business à proprement dit. C'est vraiment devenu d'opportunités à chaque fois. Ouais. D'ailleurs, tu cette opportunité avec Alors, la camion de pizzeria, tu notes tout, tu lances ton truc. Là C'est ça. aussi, tu as une opportunité qui vient. là, pour être très honnête avec toi, ce qui se passe, c'est mon ex-beau-père qui me dit, écoute, j'ai un ami qui veut se séparer de sa société et il me dit, vu ta personnalité, tu irais parfaitement, c'est le fit parfait, tu vois. Sauf que c'est un truc, c'est une société balèze, il y a je sais pas combien d'ouvriers dedans, tu as plus de 10 000 mètres carrés d'entrepôt, il y a des machines à gogo, il y a des grues, il y a des trucs, c'est de la charpente et couverture, j'y connais. On a quel âge à ce dalle. moment-là? C'est en 2013-2014, donc je dois avoir j'ai 25 ans à peu près. Ok. J'ai 24-25 ans. Bon, il se passe d'autres choses. J'ai des choses personnelles de ma vie très importantes aussi à ce moment-là. Et il arrive ça. Et je me dis, bah ouais, ça me chauffe, tu vois. Donc j'y vais. Et là, pareil, j'y connais rien. Donc ce que je fais, c'est que je passe à peu près un peu moins d'1 mois, je crois, ou 1 mois dans l'entreprise, juste en observateur. Je le sais pas encore, mais je suis en train de faire un audit. Mais je savais pas ce que c'était un audit. Et donc je suis dedans et j'observe tout. Je regarde, je passe du temps avec le conducteur de travaux. Je passe du temps avec l'ancien gérant. Je regarde les ouvriers, comment ils fonctionnent. Je vais sur les chantiers. Je regarde comment ils communiquent. Je rentre dans les comptes. Je regarde comment ça fonctionne. Les entrées, les sorties. Tu notes tout. Tout. Et je fais un rapport. Je fais un livre d'une 20aine de pages. J'étais trop fier de ce livre que j'avais relié et tout, machin. J'étais trop fier. Un rapport avec des camemberts et tout. J'avais fait une vraie étude. J'étais fier parce que j'avais beaucoup... à cette époque-là, je me prenais beaucoup pour un imposteur, en fait. Je me disais, mais t'as pas de diplôme, t'es légitime de quoi, toi? Tu sors d'où, en fait, tu vois? Tu te prenais beaucoup, c'est-à-dire que ça te touchait ou tu en rigolais plus? Tu jouais de Non, ça? ça me touchait. J'avais l'impression de pas être légitime. D'accord. Parce que je suis jeune aussi, tu vois, je suis très jeune. Et il faut savoir une chose, c'est que dans ces années-là, les jeunes entrepreneurs, il y en a très peu. Moi, quand je me lance dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Maintenant, aujourd'hui, tu vois ça avec le digital, ça a fleuri, il y en a à gogo. Mais à cette époque-là, ça se fait pas. Il y a très très peu de jeunes, donc on n'est pas forcément bien vu auprès des Là, autres. on est en 2013, t'as dit. Ouais, et c'est un milieu du bâtiment. Ouais, Et dans le milieu du bâtiment, frérot, c'est assez fermé, c'est un milieu spécifique, donc tu rentres pas comme tu veux. Puis bon, à Perpignan, si tu veux, je vais pas dire c'est une mafia, ce serait pas vrai, mais c'est un petit Marseille, donc c'est tout à la connaissance, tu connais un tel. Et en fait, j'ai fait mon réseau, j'ai bossé et j'ai vraiment beaucoup bossé, tu vois, pour me faire connaître, montrer mon éthique de travail. Et là, ce qui a été important, j'avais une phrase en tête tout le temps, c'est « Essaye-moi ». Si tu m'essayes une fois, c'est fini, tu pourras plus te passer de moi. Parce que tu vas voir que nous, on fournit un travail sérieux, que moi, je suis sérieux dans le suivi, qu'il y a une vraie éthique
de travail. Et pareil, on va revenir à une chose essentielle qui a fait toute ma carrière, c'est l'excellence. Je visais tout le temps l'excellence dans ce que je faisais, l'excellence dans les rapports. Si je dois te donner un devis, je te le donne dans les 48 heures. Si on doit faire une intervention avec mes gars, on va faire une intervention rapidement, etc. Tu vois, c'est ce que je visais. C'est comme ça que je me suis fait connaître et que ça m'a permis de pouvoir avancer dans ce milieu-là. Et, et justement, par rapport au fait que là, à ce moment-là, tu visais l'excellence derrière, justement, comment tu as développé en étant jeune, développé ton réseau, développé tes équipes également? Comment un petit peu tout ça s'est passé et derrière, comment tu as pu manager et également comment tu as pu manager parce que peut-être que ça aussi, certains peut-être, je ne sais pas, veulent se lancer, mais pensent que derrière ça va être compliqué à gérer avec le personnel aussi, tu vois, et sachant que tu travailles beaucoup, comment un peu ça s'est développé? Ouais, l'humain, c'est le plus compliqué. Bah écoute, c'est ma personnalité déjà. J'ai toujours eu une personnalité assez forte. J'avais déjà du charisme étant jeune. Si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que il y avait donc des anciens ouvriers qui étaient là, enfin les ouvriers de l'ancien gérant. Et en fait, ça a été très simple. J'ai viré tout le monde. Au fur et à mesure, j'ai viré absolument tout le monde et j'ai reconstruit moi une équipe avec des gens fiables, des gens solides. Je me suis construit mon ossature. Et là, j'ai amené un management. C'est peut-être un peu prétentieux ce que je vais dire, mais je pense que j'étais en avance sur mon temps et surtout dans le bâtiment, c'est pas des choses qui se faisaient. J'étais très humain. C'est-à-dire que j'ai compris une chose fondamentale quand j'ai récupéré cette entreprise, c'est que ma valeur principale, c'était mes ouvriers. C'est la valeur principale de la société. Si les ouvriers sont pas là, s'ils ne produisent pas sur le chantier, il n'y a pas d'argent qui rentre. C'est pas moi la valeur la plus importante de la société. Je fais de l'équation encore une fois. Mais bien sûr, c'est eux. Donc, du coup, j'essaie de prendre soin d'eux un maximum, en les traitant bien, en les respectant, en les responsabilisant, en les impliquant dans les projets, en les impliquant dans les études. Je formais des chefs d'équipe que j'impliquais, que j'invitais avec moi à travailler sur le chiffrage, à travailler sur l'étude du projet, à leur donner carte blanche aussi sur l'exécution. Moi, si tu veux, je chiffrais. Et ensuite, on parlait ensemble des délais et je leur laissais la responsabilité aussi de l'exécution. Tu vois, la liberté, j'ai laissé faire. C'est toi qui sais faire, donc vas-y. Et donc, du coup, si tu veux, il y a un rapport de confiance qui s'est créé. Et j'essaie chaque fois de partager beaucoup de choses avec eux, tu vois, des moments humains, des anniversaires, des tirages au sort, on faisait des conneries, tu vois, on s'amusait, de faire des repas, des trucs, de créer une cohésion d'équipe, mais d'avoir un management vraiment humain. Et de jamais hausser le ton avec eux, de jamais leur parler mal, d'avoir vraiment un rapport spécifique, en fait, si tu veux. Ok. Et derrière, justement, tu as développé tout ça. Et comment tu as construit un petit peu justement, cette excellence au niveau autour de ta valeur, autour du management, en fait, finalement, derrière? Ça s'est fait naturellement, en fait. Je suis quelqu'un qui aime le rapport humain. J'aime être dans un bon environnement. Ouais. Et pour moi, c'est super important de pouvoir ne pas se prendre au sérieux, de pouvoir être détendu. C'est déjà assez compliqué. Le travail, il est en soi assez difficile. Et puis, j'avais de la considération. Pour eux, j'avais beaucoup de respect pour ce qu'ils pouvaient faire et pour ce qu'ils apportaient à la société, au-delà de ça. Donc, j'étais reconnaissant. Et en fait, ça s'est fait naturellement. J'ai rien forcé. Il te suivait naturellement derrière. Ouais, je pense. Okay. Je pense. J'ai des belles histoires, tu vois, des mecs que j'ai eus. Je regrette rien. Franchement, de tous les gars que j'ai eus, absolument tous, il y en a certains qui m'ont fait de tout, il y en a qui m'ont fait des histoires de dingue. Mais je regrette pas parce que c'est des gens que j'ai sélectionnés moi-même, que j'ai choisis moi-même. Et je sais qu'on a partagé forcément quelque chose à un moment donné. Et pour certains, je sais que j'ai une équipe en tête, une équipe de 8-10 mecs que j'ai eu. C'était un plaisir fou de les avoir avec moi. Ouais. Ok. Et ça a duré combien de temps, du coup, derrière le... Ça a duré quelques années, je te dirais jusqu'à 2000... je crois qu'on arrête en 2019. Ok. Avec mon ex-femme, on arrête en 2019. Ouais, je crois que c'est ça. On fait à peu près 5 ans, je crois, et ouais, on arrête en 2019. Il me semble que c'est ça, ouais, 2019. Okay. Que tu dis avec ton ex-femme, parce que du coup, il y avait le perso à côté qui était lié. Ouais, on était associés tous les deux, en fait. Elle est rentrée dans la société, elle rentre avec moi en 2017, je crois, après la naissance de ma fille. Avant ou après la naissance de ma fille, je ne me rappelle pas. Ok, d'accord. Et donc, à ce moment-là, du coup, elle rentre, et 2 années plus tard, vous arrêtez. C'était pas forcément ce que je voulais, moi, au départ. Ouais, je voulais pas... Mais c'était une discussion qui avait eu lieu avec elle et son père. Moi, je savais que c'est quelque chose qui nous détruirait parce que je nous connaissais. Tu voulais pas qu'elle rentre dans la... Ouais. C'est ça que je voulais pas qu'on travaille ensemble. Ouais. On avait déjà fait un peu l'expérience et je savais que ça
Ça marchait pas trop, tu vois, de bosser ensemble. Mais j'ai accepté quand même. Ça s'est fait comme ça, tu vois. Je regrette rien, une fois de plus. Hein. Les choses, elles sont faites comme elles devaient se faire. Mais c'est vrai que ça nous a pas forcément fait du bien parce que, en fait, on n'a pas su faire la part des choses. C'est-à-dire que tu coupes plus, en fait. Tu rentres le soir, tu parles de ça. Le week-end, tu parles de ça. Et c'est ça tout le temps. C'est ça tout le temps. Moi, j'ai fait un burn-out de ça, de ce truc-là. J'ai fait un burn-out, j'ai fini, j'arrive même plus à répondre au téléphone. Il y a des clients à la fin que j'ai négligés, il y a des rapports avec des professionnels de mon réseau que j'ai négligés. Je suis passé pour une pipe, je suis passé pour une cloche, mais je pouvais pas. Les gens, ils savent pas ce que tu vis. Ouais. Eux, ils se disent juste sur le professionnel, le mec n'est pas sérieux, il répond plus au téléphone, il vient plus aux réunions, il est pas là, il assume pas. Mais en réalité, tu es en train de vivre un drame perso parce que moi, je me disais, je suis en train de tout perdre. C'est tout qui s'écroule, tu vois. Tu perds ta vie de famille, tu perds ta maison, c'est tout qui s'en va, tu vois. Et eux, ils se disent juste, ouais, il est pas là aux réunions, il casse la tête celui-là, tu vois, il est pas sérieux. Ce que je peux comprendre en soi, j'aurais dû être plus fort et passer au-dessus de ça et réussir à montrer, mais j'avais pas la capacité à ce moment-là. J'ai été faible, j'étais vulnérable et je pouvais plus. J'arrivais plus à me montrer. Mais justement, ça, c'est peut-être quelque chose des fois qui peut, où on ne sait pas trop où se juger. Des fois, non, il y en a certains, il n'y a pas d'équilibre possible. D'autres, s'il y a l'équilibre, tu disais que c'était pas possible de couper. Avant, tu disais que tu travaillais beaucoup. Ouais. C'est quoi un peu ton rapport à ça? Est-ce que tu penses que c'est possible de trouver l'équilibre? Est-ce que tu penses qu'il y a un équilibre? Ouais. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, Ok. ça n'a rien à voir. Je le vois plus du tout de la même façon. Et aujourd'hui, j'accorde beaucoup de temps au plaisir. Ok. Mais pas forcément. C'est-à-dire, c'est pas forcément du plaisir. Je fais que des loisirs toute la journée et je travaille pas du tout. Mais par contre, je vais concentrer vraiment mes heures de travail sur des points où je sais que je vais être à 100% concentré, je vais être focus et je vais vraiment apporter quelque chose et ça va être une valeur ajoutée. Je préfère travailler 2 heures d'affilée, 3 heures d'affilée, couper un peu, retravailler 2 heures, retravailler 3 heures, mais en étant pleinement focus et en sortant quelque chose, que de travailler 8 heures d'affilée et qu'il en sorte rien et qu'à la sortie, pendant ces 8 heures, la moitié, t'es pas concentré, tu es en train de scroller sur ton téléphone, tu sors pour fumer ou pour cloper. Enfin, il faut se connaître. Un point important aussi, je pense, c'est se connaître et savoir comment on fonctionne. Moi, je suis un mec, typiquement quand j'avais ma société de charpente et couverture, des fois, commercialement, je parle, parce que je gérais beaucoup de choses, mais commercialement, j'étais capable de rien foutre pendant 2 semaines. Et je vais voir un client et je ressors avec 600 000 de chantier. Je suis comme ça, en fait, tu vois. C'est-à-dire que je peux rester comme ça, je flâne un peu, tu vois. Et au bout d'un moment, quand j'ai décidé, j'active et boum. Et je suis chirurgical. Précis, straight to the point. Comme tu disais. Exactement. Ok. Ouais. Justement, et ça, c'est l'équilibre au niveau du travail, Mhm. et l'équilibre travail-perso. Ben là, maintenant, c'est ça. C'est avec la vie de famille, surtout, j'ai une fille, tu vois. Donc, moi, j'ai ma fille de 8 ans. Et j'ai choisi mes activités aujourd'hui aussi en fonction d'elle. Ouais. C'est-à-dire qu'un point très important, je peux l'amener à l'école tous les jours. Je vais la chercher à l'école tous les jours. Quand elle est en vacances, bon, des fois, je bosse un peu, mais je suis toujours libre. C'est-à-dire qu'on peut partir en voyage, on peut aller se balader, on peut passer du temps, on peut jouer. Je suis pas obligé de la faire garder par quelqu'un parce que je pars à mon taf, que je suis obligé d'être bloqué toute la journée, tu vois. Et ça, c'était le point le plus important. Et après, pour ma vie personnelle aussi, je suis quelqu'un d'assez sportif, je fais beaucoup de sport, je lis beaucoup, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Donc, j'ai mes routines perso qui sont une priorité et ensuite mes activités. Et là où ça fait la différence, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas l'impression de travailler. Tu as organisé tes journées en fonction de ce qui est important pour toi. Exactement. Donc, C'est tout à fait ça. ouais. et justement, déjà, c'est très important, s'appuyer. Donc, ça passe forcément par se connaître. Et bon, l'objectif, c'est de travailler tout le temps à se connaître. Forcément, on s'analyse. Aujourd'hui, quand tu dis que tu es organisé par rapport à tes plaisirs, par rapport à ce que tu veux faire, par rapport à ce qui est important pour toi également, tu as dit que là, justement, à l'heure actuelle, tu prenais beaucoup plus en tout cas, plus de plaisir. Ouais. Maintenant, justement, derrière, donc, il y a eu cette boîte. Derrière, un petit peu, qu'est-ce que tu as fait après et où tu en es là maintenant à l'heure actuelle? Ben, déjà, je suis en burn-out à ce moment-là, donc Ouais. c'est chaud. Je mets du temps. Je mets du temps, c'est le Covid. Ouais. Il y a le Covid qui arrive, donc ça tombe à peu près bien. Mais je ne sais pas ce que je veux faire encore. Pendant que je suis dans cette période de transition, je ne sais pas où je vais aller, qu'est-ce que je vais faire.
Je prends à peu près 6 à 8 mois, je ne l'ai plus en tête exactement. Et je décide de... J'avais une boîte qui me relançait régulièrement, qui voulait me recruter. J'avais dit non au départ. Et puis, à un moment donné, je décide d'accepter. C'était intéressant, c'était une boîte italienne, en fait, si tu veux, et je voyais l'avantage de pouvoir voyager en Italie tous les mois et de faire... En fait, j'étais salarié, mais je gérais comme un entrepreneur. C'est-à-dire que tu gères ce qu'ils appelaient, eux, une business unit. Tu gères toute ton équipe de A à Z. C'est de la gestion comme si tu étais, en fait, un patron d'une PME. Et tu fais tes reportings, etc. Et c'était cool parce que je voyageais en Italie, je gérais mes équipes en totale autonomie. Ils me laissaient assez libre, donc c'était cool. Et j'ai fait ça pendant à peu près... je crois que je suis parti de chez eux, donc je rentre en 2020 et je pars en 2022, je crois. Je fais 2 ans avec eux. Ouais. Ok. Après, l'entrepreneuriat, je voulais retourner en entrepreneuriat, en fait. Et donc, du coup, là où tu t'es tourné, justement, je voulais retourner à l'entrepreneuriat. Où est-ce que tu t'es tourné? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je suis allé, donc je me suis tourné vers le closing. Ouais. Ok. Franchement, c'est ce qui nous a permis de se rencontrer. Effectivement. On a passé une aventure magnifique, d'autres aventures qui arrivent encore. Clairement. Et donc j'ai fait donc dans le closing. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités que je suis en train de préparer aussi, Ok. qui sortiront bientôt, qui sont en train d'être en cuisine. Et je fais aussi un peu donc modèle photo. Je suis en train de développer ça aussi à côté. Je suis manager d'un artiste. Je suis en train de développer sa carrière aussi. Donc là, aujourd'hui, si tu veux, je suis un peu sur le lancement de plein de choses, mais des choses qui sont pleinement alignées avec moi, ma personnalité, ce que j'aime faire. Et c'est du kiff, en fait. C'est juste du plaisir. Et surtout, d'apporter un maximum de valeur aux gens. Aujourd'hui, je veux entretenir des liens purs et amener mon expérience, me servir de tout mon parcours, mon expérience, si tu veux, mon expertise, et de pouvoir le partager, en faire bénéficier un maximum de personnes, quoi. Donc, tu t'es recentré sur ton côté artistique, finalement, comme on disait tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ok. Ça arrive aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je me suis aussi recentré personnellement. J'ai fait des gros travaux d'introspection personnelle. Mhm. Et en fait, tu finis par... Quand tu es aligné avec toi-même, ben, ça Clairement. vient tout seul, quoi. Clairement. Justement, il y a une chose, de toute façon, je l'ai dit au début, et chose due. Est-ce que, bon, c'est un parcours assez atypique, un sacré personnage que j'ai devant moi. Il a fait beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a une activité en particulier auquel tu aimerais donner un plan d'action précis à quelqu'un qui aimerait également un petit peu se tourner vers là? Typiquement, je te dis une activité, je te laisse choisir parce qu'en soi, tu as fait beaucoup de choses. Ça peut être monter son entreprise de bâtiment, ça peut être faire du management d'artiste, visiblement. Euh, Alors, une activité, je sais pas, mais dans tous les cas, ce que je peux dire, une chose fondamentale et qui va servir à tout le monde, c'est surtout soyez vous-même. Apprenez à comprendre ce que vous voulez faire, ce que vous aimez vraiment. Acceptez que parfois, il y a sur vos objectifs, sur ce que vous voulez faire, sur le parcours de vie que vous avez envie de mener, qu'il y a un chemin et que ce chemin, il n'est pas forcément facile. En accepter ces difficultés, accepter parfois de souffrir, de sortir de la zone de confort pour pouvoir vraiment obtenir ce que vous voulez. Euh, Rien ne va venir à vous. Il faut se donner les moyens, il faut accepter ce parcours-là, même si c'est un chemin difficile. Soyez vous-même, acceptez toutes ces choses-là. Tu vois, je pense que c'est le point principal, et d'être centré sur soi. Le travail principal, il est à l'intérieur. Ne vous comparez à personne d'autre parce que personne n'est vous, personne n'a votre parcours de vie. Donc, soyez juste en compétition avec vous-même, challengez-vous vous-même, et puis soyez heureux. c'est fort, c'est fort, c'est très fort. Tu as dit justement que derrière, là aujourd'hui, tu as pas mal de projets qui sont dans la cuisine pour Ouais, l'instant, qui vont bientôt ça sortir. mijote. Ça mijote. Est-ce qu'il y en a un auquel tu as envie de parler? Ou sinon, où est-ce qu'on peut te retrouver et que tu puisses partager? Moi, on peut me retrouver sur mes réseaux, Infini de Progression, Florent Campos aussi pour le compte modèle. Je suis en train de finir mon book aussi. J'ai fait un shooting studio là avant-hier, donc je suis en train de finir mon book aussi. Et puis mes activités seront là-bas, tout sera à suivre à ce moment-là. Et tout ce qui mijote pour l'instant, je le laisse mijoter parce que tu sais, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Bien sûr. On va pas se porter l'œil au cas où. Donc Bien sûr. tout sera sorti en temps et en heure. Et voilà. En tout cas, s'il y a une chose que je peux dire, c'est vraiment aller suivre parce que ça va très vite et
constamment en mouvement. Donc, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'était un plaisir de faire Plaisir cet échange avec partagé. toi. Merci beaucoup pour d'avoir été le premier invité. Et puis, on va pouvoir se laisser là-dessus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours. C'est le premier épisode. Le but, c'est de progresser constamment. On le disait, dans tous les cas, c'est le premier. Et l'important, c'est, on le voit avec Florent, c'est d'être toujours en mouvement et de faire, surtout. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours. Et puis, de toute façon, on se voit pour un prochain échange. Peut-être, en tout cas, je le souhaite qu'on se refera des échanges. Et en tout cas, je te souhaite de continuer là-dessus. Et merci à toi. Merci beaucoup, Diego. C'était un plaisir.